Donc nous vous remercions tout d'abord pour votre participation à ce webinaire donc dédié, à la fois aux actualités, juridiques de l'ESS et à la mesure, d'impact de vos projets. Au niveau du déroulé de ce webinaire, donc on abordera, en premier lieu la thématique de la mesure d'impact, donc avec Wadi de chez Baker Tilly. Et en seconde partie, Aurélie et de chez Horatio et Emmanuel de chez Baker Tilly aborderont et vous présenteront les actualités, notamment obligations juridiques de l'ESS. Donc voilà, on vous présente les différents interlocuteurs. Au niveau du déroulé, si vous avez des interrogations, n'hésitez pas à les poster dans l'encart questions-réponses et donc on répondra à l'ensemble de vos questions en fin de présentation. Je laisse désormais la main à Wadi, je t'en prie, pour la partie mesure d'impact de vos projets. Super, merci beaucoup Clarisse. Bien. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet et répondre à la question de ce webinaire, ou en tout cas de cette première partie de webinaire, pourquoi mesurer l'impact de vos projets, essayons peut-être de définir l'impact des organisations. En tout cas, vous l'aurez compris, l'impact aujourd'hui et partout. Depuis quelques années, l'impact est devenu, j'allais dire, omniprésent dans le vocabulaire des ONG, des entreprises. Il y a même une forme de banalisation. Le terme est galvaudé, il a perdu un petit peu de son sens. Il y a un flou qui est sur ce que c'est vraiment qu'une organisation qui a qui a finalement un impact par rapport à une entreprise qui a peut-être une politique ou une stratégie RSE, ou une entreprise qui a une mission ou une raison d'être. Et tout ceci, tous ces concepts sont malheureusement en concurrence, alors que l'objectif reste le même. Toutes ces notions, finalement, aident les entreprises à tendre vers un même but, un but commun, qui est d'aider les organisations à rentrer ou à débuter dans une forme de transition écologique et sociale et transformer positivement nos sociétés. Je vous ai pris ici des exemples très concrets de quatre formes d'utilisation du terme d'impact dans l'actualité la plus récente. Vous avez un premier encart avec un événement qui s'est déroulé il y a quelques semaines et organisé par l'Impact Tank à l'Assemblée nationale, qui s'appelle le sommet de la mesure d'impact. C'est le premier sommet qui a été consacré exclusivement à la mesure d'impact. Durant ce sommet, il y a eu à la fois un mélange entre mesure d'impact et RSE, mais là n'est pas l'idée. En tout cas, ce terme-là, on le voit qui est de plus en plus consacré, notamment dans l'actualité. Bien entendu, on ne peut pas ne pas parler de l'impact dans la finance. Donc en finance, il y a des fonds qui s'organisent pour se définir des fonds finalement à impact, avec des objectifs d'investissement dans des entreprises qui ont un certain niveau ou un certain impact social et environnemental sur la société, qui soit mesurable finalement, tout en assurant une certaine rentabilité ou un rendement financier pour le fonds qui investit en elle. Je ne peux pas ne pas parler également de l'impact, notamment dans nos jobs. Il y a des dizaines et des dizaines de plateformes qui ont été créées depuis la crise du Covid et qui ont ces plateformes tout simplement sur le travail, qui portent sur le travail qui a du sens, le job that makes sense. Et beaucoup de ces plateformes surfent l'impression qu'il y a eu un petit souci de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Clarisse, est-ce que tu peux me confirmer? Super, très bien. Moi, je me permets de reprendre. Alors, je reprends juste ma phrase sur
les jobs porteurs de sens. Donc, je disais tout simplement que depuis la crise de Covid, ces plateformes se développent de plus en plus et surfent sur reparti. C'est bon, Wadi, on te... Super. Ouais, on te Alors, je me entend. permets juste d'enlever ma caméra. Ça vous en pas. Des entreprises, plutôt des plateformes qui surfent sur cette vague de grandes démissions liées au Covid et qui parlent de travail impact, de job impact ou de job that makes sense. Et le dernier exemple très concret, c'est plutôt une initiative gouvernementale qui a créé un site web qui s'appelle impact.gouv.fr. Aujourd'hui, il s'appelle Project Impact et qui aide plutôt les entreprises à satisfaire leurs obligations réglementaires, notamment en matière de performance extra-financière. Donc, cette plateforme rassemble grosso modo des indicateurs sociaux et environnementaux et aide les entreprises à identifier ces indicateurs et même à les publier pour pouvoir se comparer. Voilà, l'impact est partout, donc d'où l'intérêt et l'importance de savoir ce que c'est, de le définir. Il y a une définition que j'apprécie tout particulièrement qui nous vient de la Fondation Rexel, qui date de 2015 et qui dit tout simplement que l'impact, c'est l'ensemble des changements, qu'ils soient positifs, négatifs, attendus ou inattendus, durables, et engendrés par des activités d'une organisation et qui soient attribuables à ces activités. Bien entendu, ces impacts peuvent être environnementaux, sociaux ou économiques. Donc, peut-être dans cette définition, le plus important est de se rappeler que l'impact est d'abord un changement, c'est une évolution d'un état à un autre et que ce changement doit être stable, doit être durable dans le temps. Cette définition, elle nous aide également à identifier surtout les limites de beaucoup de rapports d'impact qu'on voit dans la littérature. C'est que l'impact peut être négatif, d'accord, et malheureusement, avec beaucoup d'enjeux communicationnels qu'on voit dans les rapports d'impact, les entreprises ou les acteurs de l'ESS s'attardent uniquement sur les changements positifs, mais il y a des impacts négatifs, notamment sur les bénéficiaires. Il y a également des impacts qui peuvent être inattendus. La mesure d'impact n'est jamais une science exacte, n'est pas une science exacte, et beaucoup d'organisations font la découverte en échangeant avec les bénéficiaires, avec des parties prenantes, découvrent des impacts. Donc il faut rester, je vais dire, ouvert à remonter des impacts qui sont inattendus. Et peut-être dernier mot aussi important que le négatif et le durable, en plus du changement, c'est peut-être l'attribuable. Donc un impact doit être facilement attribuable à une organisation. Donc on peut être finalement 10 acteurs à concourir au même but et se diriger finalement vers le même point. Ce n'est pas pour autant que je vais considérer que l'impact lié à cette activité est attribuable à 100%. Donc il faut avoir un coefficient d'attribution, un coefficient de prudence, parce que il est clair que sans ma solution, peut-être que ces bénéficiaires auraient trouvé une solution de contournement et on peut peut-être, vu leur état, changer. Voilà la première définition. Je tenais à passer un petit peu de temps là-dessus. Un impact est un changement. Un impact est soit positif, soit négatif. Il est durable et il est attribuable à une activité précise. Deuxième point très important et dans nos pratiques, en tout cas de consultants, on voit beaucoup d'amalgames. En tout cas, la distinction n'est pas clairement faite. C'est la différence entre activité et impact. Donc, il est, à mon sens, très important de faire cette distinction. Dans beaucoup de pratiques d'entreprise et d'organisation de SS, c'est toujours confus. On a d'un côté les résultats en termes d'impact, c'est généralement un volume. C'est relativement simple à mesurer. Donc,
combien de personnes ont suivi une formation et sont diplômées. J'ai peut-être 300 personnes qui ont suivi une formation et j'en ai 290 qui ont été diplômées. Ça, c'est une donnée d'activité, une donnée de résultats d'activité. Donc, j'ai des indicateurs de résultats qui peuvent me suivre, qui peuvent me donner ce chiffre-là. Un autre exemple, combien de repas j'ai pu servir dans un refuge. C'est très concret et c'est facilement mesurable. Un indicateur d'impact est lié à une transformation. Donc, on a parlé tout à l'heure de changement et c'est un peu plus long, un peu plus complexe à mesurer et ça correspond à ce qu'on vient de se dire, c'est l'effet de l'action à long terme sur mes bénéficiaires. Et là, je vais aller chercher peut-être pour les personnes qui ont été diplômées grâce à mes activités, combien sont dans une situation stable d'emploi depuis 2 ans, d'accord? Ou parmi les personnes à qui j'ai distribué régulièrement des repas, combien ont vu ou ont rencontré moins de problèmes de malnutrition. Donc c'est important de ne pas confondre ou de ne pas mélanger à la fois des activités, des volumes et la transformation et de l'impact. Et dites-vous, lorsque c'est relativement simple de mesurer quelque chose, c'est sûrement pas de l'impact, ça doit être de l'activité ou du résultat. Je vous montre un exemple très concret d'une entreprise agréée ZUS que nous avons accompagnée. Elle s'appelle Each One, c'est une entreprise à mission qui aide les réfugiés à décrocher des CDD ou des CDI dans de grandes entreprises comme BNP Paribas, L'Oréal, etc. Et je voulais vous montrer 3 cas de figure assez simples. Dans son rapport d'impact, cette entreprise dit nous avons accompagné 2500 talents vers l'emploi. Nous sommes présents dans 47 villes. Nous avons 25 grandes entreprises qui recrutent nos personnes, des personnes en situation, des personnes réfugiées, pardon, qui sont engagées à nos côtés, etc., etc. Bien entendu, comme ce sont des volumes, ce sont des indicateurs de résultats, des indicateurs d'impact. D'accord ? C'est relativement simple à identifier. De la même manière, ils ont formé ou accompagné 200 personnes. Sur ces 200 personnes, 190 ont suivi la formation avec succès. Ils étaient présents, ont réussi leur test. Et sur ces 190, il y en a 76% qui ont eu une issue positive. Donc, ils ont trouvé un emploi à la fin de leur formation. Ça peut être un premier pas vers de l'impact, mais on ne peut pas se permettre de dire que c'est un impact à 100% ou au sens strict, car comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas si ces personnes-là qui ont trouvé un job grâce à Each One auraient pu décrocher un CDI autrement sans la solution d'Each One, mais avec d'autres solutions, peut-être de solutions concurrentes. Donc il faut être peut-être un peu plus vigilant là-dessus. Et troisième cas ou troisième exemple très concret, dans son rapport d'impact, cette même entreprise dit qu'il y a eu en moyenne une augmentation du pouvoir d'achat de quelques centaines d'euros, 374 euros en moyenne par personne, donc plus de 44% de pouvoir d'achat par rapport à une situation antérieure où cette personne réfugiée aurait touché uniquement des allocations chômage ou le RSA. D'accord. Et là, c'est du concret, c'est de l'impact un peu plus long terme. On a mesuré et suivi quelques réfugiés et c'est tout simplement de l'impact. D'accord. Là, il y a un impact durable, attribuable à leur activité et qui est positif. Je continue peut-être avec d'autres exemples concrets, comme ça on comprend encore mieux ce que c'est que l'impact. Un exemple d'une autre association qu'on a pu accompagner qui s'appelle Unicité, qui réalise un programme qui s'appelle Médiataire. Alors Médiataire, comme c'est écrit ici, il vise à sensibiliser les habitants de quartiers populaires ou de quartiers qu'on appelle des quartiers prioritaires sur la performance énergétique des bâtiments, sur certains éco-gestes, etc., pour faire des économies. D'accord. Ce programme fait partie des programmes de l'association Unicité. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une association qui est à l'origine du service civique en France.
qui ont démocratisé et poussé auprès de l'Assemblée en France la création des missions de service civique, et Goodwill et Baker Tilly ont mesuré l'impact sur les jeunes pour cette association, notamment sur le développement de leur maturité professionnelle, sur la capacité d'adaptation, sur leur engagement, sur leur insertion professionnelle, etc., etc. Donc, dans cet exemple très concret de médiataire, on a des personnes en mission de service civique qui viennent sensibiliser des personnes, qui viennent sensibiliser des ménages. Ce sont des données fictives, hein. On a 200 familles qui ont été sensibilisées et on a remarqué globalement une baisse moyenne de température de moins d'1 degré, 0,31 degrés, et on peut à la fin dire que cette baisse de température permet d'économiser aux ménages un certain budget important, 190 000 € d'économie. Et vous voyez que si on s'arrête aux 200 familles sensibilisées, c'est du résultat, c'est de l'activité. Si on parle de changement, eh bien c'est les 0,31 degrés. On commence à parler d'impact, et en faisant la valorisation même de ce changement-là en euros, c'est une valorisation monétaire, on est toujours dans de l'impact très concret. Voilà. Troisième et peut-être dernier exemple avant de rentrer dans pourquoi finalement on mesure l'impact. On a accompagné également une coopérative qui s'appelle Atelier du Bocage, qui répare et commercialise des équipements téléphoniques et informatiques, et qui, en partenariat avec Emmaüs, ont développé un programme d'accès à la mobilité dans des zones périurbaines et des zones où il n'y a pas de bus, tout simplement. Donc, en apportant des solutions de voiture, covoiturage, vélo, etc. Et on voit, grâce à ce système de mobilité inclusive, certain nombre d'employés qui utilisent quotidiennement ces solutions ont pu maintenir leur emploi. Un nombre important de personnes qui utilisent les services auraient dû démissionner tout simplement sans cette solution-là. Donc, c'est l'impact vraiment réel. Et de la même manière, les usagers qui utilisent ces solutions n'étaient plus en retard au travail, etc. Un certain nombre d'entretiens ont pu confirmer tout ceci. Donc, on aura un meilleur taux de maintien à l'emploi. Et bien entendu, on peut estimer des coûts évités en chômage pour l'État, et également des coûts évités en recrutement pour l'employeur, qui doit ne plus aller chercher d'autres collaborateurs pour réaliser un certain nombre de tâches. Voilà cette séparation assez claire entre, d'un côté, les activités, les résultats en vert clair, et ce qu'on appelle réellement l'impact, donc le changement, maintien dans l'emploi sur la durée en termes d'impact. Alors, si vous vous demandez sûrement, vous êtes là pour ça, pourquoi les entreprises, les organisations de l'ESS réalisent leurs mesures d'impact, ou font tout simplement des mesures d'impact. Il y a une étude assez intéressante, je vous invite à la télécharger, qui date de 2021 d'Impact Tank et de l'ESSEC, qui s'appelle le panorama de l'étude d'impact social en France, et qui a fait un questionnaire sur d'une centaine d'organisations, et qui résume très bien ça. Pourquoi je fais de la mesure d'impact? D'abord pour une raison très simple, je veux connaître les effets de mon activité, de mes actions, à plus de 83%. À plus de 70%, je veux rendre des comptes auprès des tiers, notamment ceux qui subventionnent. Et pour continuer les subventions et demander d'autres chèques, et bien entendu, je dois rendre des comptes et montrer que mes activités ont un impact sérieux, mesurable et à long terme. Et enfin, pour une organisation sur deux, c'est notamment publier des rapports, communiquer auprès des parties prenantes externes. Vous devez sûrement vous retrouver dans une des trois raisons. Alors, il existe différentes méthodes de mesure d'impact, et généralement, on ne s'arrête pas à une seule, hein. On croise ces différentes méthodes durant un projet de mesure d'impact. Le
plus important, c'est de s'adapter et de choisir la bonne méthode lors de la définition du périmètre. Donc, le point le plus important, c'est vraiment la complémentarité entre les différentes approches. Vous connaissez sûrement la méthode à gauche, en vert clair, c'est l'approche qualitative qui cherche à expliquer le changement, pourquoi, comment, avec notamment des enquêtes auprès des bénéficiaires directs de mes activités, par exemple. Je mesure la pertinence. Il y a des approches plutôt quantitatives par indicateur qui cherchent à voir si j'ai atteint ou pas certains objectifs fixés en amont, d'accord? Donc, je mesure plutôt l'efficacité. Il y a des méthodes qu'on appelle des méthodes SROI, de Social Return on Investment, ou des méthodes de monétarisation. Ça permet de voir combien me coûtent mes activités pour rendre service et combien finalement ça m'a permis d'éviter pour ma propre organisation, pour l'État, etc. Et je fais ce social return investment, ce rendement, est-ce qu'il est positif ou pas du tout. C'est une approche monétaire qui aujourd'hui fait beaucoup de débats sur est-ce qu'on peut tout quantifier, est-ce qu'on doit donner une valeur monétaire à tous nos changements. Je vous laisse là-dessus. Et dernière méthode qui est tout aussi intéressante et qui nous vient des approches de médecine, c'est sur les groupes de contrôle et les groupes de comparaison, ce qu'on appelle des RCTs, des Randomized Control Trials. C'est des études randomisées aléatoires qui ont été notamment popularisées par un prix Nobel d'économie français qui s'appelle Esther Duflo, et qui compare l'introduction d'une solution dans un groupe, dans un village, par rapport à voir s'il y a un effet placebo. On fait la même chose dans un autre village où finalement on n'introduit pas une solution. Les deux villages ont les mêmes caractéristiques et on voit réellement l'impact net. Je vous laisse du coup deviner le budget que ça nécessite pour réaliser ce type d'action. Donc, ce n'est pas adapté à des petites organisations et c'est très, très chronophage. Ça demande quelques centaines de milliers d'euros de budget et ça dure plusieurs années. Mais c'est à aujourd'hui la méthode la plus complète pour vraiment aller chercher de l'impact net. Voilà pour les différentes méthodes qui existent. Généralement, on croise les différentes premières méthodes. On a à la fois des indicateurs quanti, des indicateurs monétaires et des enquêtes pour aller chercher de l'information quantitative et qualitative auprès des bénéficiaires directs. Donc, on a ces trois premières méthodes. Alors, j'ai parlé de SROI. Ça peut ne pas vous parler, donc je souhaiterais passer un petit moment là-dessus. Donc, l'approche SROI de Social Return on Investment, c'est une méthode qui nous vient tout droit du monde anglo-saxon. L'idée, c'est de monétiser plutôt les impacts sociaux qui sont générés grâce à vos activités. L'idée, c'est de prendre un budget ou votre budget sur une année et de le comparer par rapport à vos bénéfices sur une année et de calculer ce ratio. Vous avez ici Y sur X pour voir si vous êtes rentable, pas économiquement, mais socialement. Cette méthode, elle permet d'être super lisible, notamment auprès des financeurs qui peuvent vous subventionner, et surtout, elle permet de, en quelque sorte, maximiser les actions qui sont le plus rentables. Après, maintenant, toutes les actions ne sont pas monétisables et on a certaines intuitions que certaines actions sont très importantes, même si on ne peut pas les monétiser, d'où l'intérêt de les garder. Donc, il faut être très, très, très vigilant avec ce type de méthodologie. Et bien entendu, un ratio qu'on a par rapport à un autre ratio d'une autre organisation ne sont pas forcément comparables. Je m'arrête là par rapport à la méthode du SROI. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je peux également vous envoyer vers de la bibliographie si ça vous intéresse. Très concrètement, quand on réalise une mission de mesure d'impact au sein, par exemple, de Goodwill Management, on arrive à un croisement de différentes méthodologies. Là, c'est une étude de mesure d'impact qu'on a pu réaliser pour la cloche.
en 2021. La Cloche, c'est une association qui lutte contre l'exclusion des personnes en situation de précarité. Elle cherche à créer le lien social en ayant des activités pour notamment certains bénévoles, pour qu'ils changent le regard sur la grande exclusion et rendre finalement nos villes plus inclusives. Donc on est allé chercher à mesurer différents impacts principaux. Vous les avez ici: changer le regard, l'engagement des citoyens, créer du lien durable et rendre les villes plus inclusives. Nous avons réalisé notamment un questionnaire auprès de certains bénévoles et citoyens autour du quartier, et nous avons vu en tout cas qu'une majorité ont pris conscience des préjugés, des stéréotypes, etc. Donc c'est une forme de résultat que vous avez ici. On ne va pas appeler ça impact, mais en tout cas c'est un résultat lié aux activités qui est important à prendre en compte. Et nous avons également croisé ce résultat avec la méthode que je viens de citer, c'est la méthode de SROI. On a tout simplement divisé les impacts estimés en termes de coût évité pour la société par rapport à un budget sur une année. On a par exemple valorisé la valeur du bénévolat si la Cloche devait payer ses bénévoles à réaliser cette mission. Nous avons vu l'impact des produits et services qui sont vendus par la Cloche, ou rendus plutôt par la Cloche. Et enfin, on a vu l'impact de la réduction de l'isolement, puisque l'isolement a un coût socio-économique, notamment social et sanitaire. Ça, c'est un impact évité pour l'État. Ce 3,1 millions, si vous le souhaitez détailler, bien entendu, on peut vous envoyer vers l'étude complète qui est totalement disponible à la fois sur le site de Goodwill et sur le site de la Cloche. Voilà. Voilà, comme je disais, un exemple de restitution synthétique. Dans notre métier au quotidien, lorsqu'on accompagne des organisations dans la réalisation de ce type de mesures, on suit globalement 5 grandes étapes. On valide ensemble le périmètre, on mesure l'impact de quoi, sur qui, pour en parler auprès de qui, notamment les cibles communicationnelles, on doit les identifier dès le départ. C'est important pour ajuster nos messages, notamment en termes de livrables. Enfin, on fait deuxième partie, on réalise des ateliers pour identifier les impacts. Et il faut être ouvert au maximum, comme je l'ai dit au tout début, être exhaustif, s'attendre à des impacts inattendus, bien entendu, et sans a priori, ne pas orienter les discussions. Donc les ateliers sont relativement ouverts pour identifier tout type d'impact. Ensuite, on choisit la bonne méthode pour chaque type d'impact. Des fois, on a des données qui sont disponibles, on connaît les interlocuteurs qui, par le passé, ont déjà réalisé ce type de mesures, etc., etc. Est-ce qu'on y croise une méthode de SROI ou pas? C'est quelque chose à définir ou à décider ici. Ensuite, on a la 4e partie sur la collecte des données. Est-ce qu'on on réalise nos enquêtes, on réalise nos ateliers auprès des bénéficiaires potentiellement, on crée nos modèles économiques ou nos petits algorithmes pour permettre d'estimer par exemple des coûts évités pour l'État, et on consolide tout ça pour créer notre livrable et le partager avec l'organisation pour publication. Globalement, le déroulé opérationnel. Et enfin, en termes peut-être de bonnes pratiques, ce qui se fait moins. Surtout en termes de bonnes pratiques, je dirais mesurer pour mesurer, ne pas cadrer. Il faut absolument identifier sur qui on mesure l'impact et l'impact de quoi. Je ne vais pas y revenir, ça vous paraît en tout cas essentiel, mais c'est important de le dire. Sous-estimer le temps nécessaire à la collecte, c'est la partie qui prend le plus de délai, j'allais dire. Dans des missions de 3 ou 4 mois, ça peut prendre 2 mois, notamment pour administrer un questionnaire, aller chercher des bénéficiaires. La bonne pratique également, c'est aller multiplier les indicateurs et
et ensuite se dire, même si on n'a pas réussi, par exemple, à avoir tous les indicateurs la première année, pourquoi pas refaire la même étude en toute autonomie l'année prochaine et le refaire. Une autre bonne pratique, c'est pas confondre, par exemple, ne pas confondre activité et impact ou résultat d'activité et résultat d'impact. Les deux sont nécessaires, mais c'est important d'associer le changement à un impact et dans vos futurs rapports, de ne pas faire la confusion finalement ou l'amalgame entre les deux. Et dernière bonne pratique, pas rater sa cible. Donc il faut commencer par identifier à qui s'adresse finalement la mesure d'impact. Et si l'idée c'est de chercher des subventions, peut-être que la meilleure approche, ça sera d'aller vers du SROI, puisque c'est la méthode qui parle le plus et qui est en euros. Même si on ne peut pas tout valoriser, c'est une approche qui peut facilement convaincre parce qu'elle est tout particulièrement lisible. J'espère que je n'ai pas été très rapide. J'arrive à la fin de ma première partie et je me tourne vers les questions si vous en avez. Merci beaucoup. A priori, bonjour à toutes et tous. Donc Emmanuel Vidal, merci Wadi. Donc a priori, pas de questions, en tout cas sur le chat, je n'en vois pas. Donc Wadi, tu as été très clair. J'espère. En tout cas, n'hésitez pas pour les participants à continuer à poser des questions si vous le souhaitez. On va enchaîner donc avec l'actualité. L'actualité donc législative, réglementaire et fiscale, qu'on va co-animer avec Aurélie Carlier, donc avocate au ratio, avocate ESS. Je vais donc partager donc le support. Voilà. Donc sur les obligations, confirmez-moi si vous voyez effectivement le support. Ça marche. Ça C'est bon? bon, Emmanuel. Oui, tout à fait. Parfait, merci. Donc des textes effectivement qui vont être applicables à compter de 2023. On n'a pas voilà, on n'est pas sur une grande réforme par rapport aux 2 années précédentes. Néanmoins, on a tenu à faire des focus sur quelques sujets, donc notamment comptables avec l'arrivée de nouvelles obligations en matière d'annexes sur des ressources qui émaneraient de l'étranger. Alors même si ça peut ne pas concerner tout le monde, il faut quand même, je vous expliquerai qu'il faut quand même s'assurer de la vraie origine des fonds qui sont perçus dans le cadre à la fois du mécénat mais pas que. On parlera d'appel à générosité du public, puisque enfin on l'attendait, on a des commentaires beaucoup plus précis sur la notion d'AGP. On reparlera des règles de publicité des comptes annuels et puis une orientation à partir de 2025 sur la modernisation des états financiers. Aurélie prendra la main ensuite sur le contrat d'engagement républicain, qui est déjà applicable en 2022, mais c'était bien de le rappeler. Et puis les nouveautés en matière de mécénat. Et on finira par le compte d'engagement citoyen. Alors, je démarre par le nouvel État, l'État séparé des avantages et ressources de l'étranger. Donc c'est un État qui désormais va rejoindre, c'est une nouvelle obligation comptable qui va rejoindre sous forme d'un tableau l'annexe des comptes annuels. Alors les entités concernées par cet État, donc ce sont les associations cultuelles, mais pas que, donc sans condition de seuil, les structures donc associatives qui reçoivent plus de 153 000 € de dons par an, et puis les fonds de dotation sans condition de seuil. Alors, évidemment, on a un texte d'application, on a un décret, on a le règlement
de l'autorité des normes comptables qui s'est positionnée évidemment sur la forme de cet état. Petit complément, surtout ne pas faire de confusion, puisque c'est arrivé en même temps, entre cet état séparé des avantages et ressources de l'étranger et les obligations qu'ont désormais les associations cultuelles de déclarer auprès du ministère de l'Intérieur les libéralités, avantages et ressources en provenance de l'étranger. Donc là, on est sur un tout autre dispositif qui ne concerne que les associations cultuelles, avec 2 typologies de déclaration en fonction du montant des sommes qui sont perçues par ces associations cultuelles. Là, on est sur un champ beaucoup plus large et qui concerne notamment l'ensemble des ressources qui émanent de l'étranger, alors soit en numéraire, soit en nature. Donc, ça peut s'apparenter évidemment à tout ce qui est mécénat. Alors là où c'est important, et c'est pour ça qu'on souhaitait malgré tout, même si probablement la plupart des structures n'ont pas de fonds en provenance de l'étranger, c'est qu'il y a cette notion de direct et indirect. C'est-à-dire que le caractère indirect nous amène, dès lors que vous percevez des ressources, quelles qu'elles soient, de s'assurer si indirectement elles ne proviennent pas d'un État étranger, d'une personne morale étrangère ou d'un dispositif juridique très clairement étranger. Ce qui évidemment donne une responsabilité lourde aux associations qui percevraient des fonds indirectement d'États étrangers, en tout cas de structures étrangères. Donc ça veut dire mettre en place une procédure en interne permettant de parfaitement identifier qui verse et qui éventuellement indirectement, si tant est qu'on a l'information, est à l'origine des fonds. En tout cas, il faut mettre une procédure qui permette à minima une obligation de moyens par rapport à cette recherche-là. L'état des avantages et ressources en provenance de l'étranger, donc je vous le disais, donc c'est apporté directement ou indirectement, et il y a cette notion de structure intermédiaire, c'est-à-dire une personne morale qui pourrait être évidemment détenue notamment par une structure étrangère. Alors c'est très compliqué puisque on le sait très bien, quand vous percevez des fonds de mécénat, par exemple, vous avez la structure qui mécène et vous n'avez pas toujours, finalement, les associés ou la connaissance des associés qui, indirectement, pourraient transférer des fonds de l'étranger vers une structure associative française. Mais il va donc falloir renforcer notre vigilance par rapport à ça. Et également, pour les structures qui perçoivent, alors ça suppose évidemment les structures associatives que vous représentez, mais également toutes les structures qui sont détenues par l'association, notamment des sociétés qui pourraient être attachées directement à vos associations. Alors si on regarde le modèle qui a été validé, donc c'est un État avec État par État, finalement, la date de perception de l'avantage ou de la ressource pour aller jusqu'à la notion de paiement, le caractère direct ou indirect. L'objectif, et vous le comprenez bien, c'est d'identifier à minima l'origine des fonds qui émaneraient des États et au-delà de ça, une origine de fonds qui pourrait être suspicieux. En tout cas, ça devient désormais partie intégrante des comptes annuels. Alors, cette publication et l'entrée en vigueur, je vous le disais, donc évidemment, tient à une loi et un décret, et que ça concerne tous les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023. C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, c'est que d'où pour celles et ceux donc, qui pourraient percevoir des fonds de nature étrangère, c'est de bien mettre en place en 2023 une procédure d'identification en interne. Et attention quand même, puisque le non-respect de ces obligations est assorti de sanctions pénales. Donc évidemment, d'où vraiment le caractère très très important et de vigilance de l'origine des fonds. Voilà pour ce qu'on appelle l'EAR, donc qui se met en place à compter de 2023.
Deuxième élément qu'on a souhaité vous livrer, c'est la publication hein, d'un guide donc, qui concerne l'appel à générosité du public, donc du 31 janvier 2023, qui émane du secrétariat d'État à la vie associative et à l'ESS. Alors, il est téléchargeable, c'est pour ça qu'on ne vous a pas évidemment restitué la totalité, mais vous pouvez le télécharger. Je vous ai mis la première page pour que vous puissiez l'identifier. On le met en avant puisque cette AGP, elle est définie à l'origine par une loi du 7 août 1991, donc pas récente, qui a été modifiée plusieurs fois puisque l'AGP à l'origine, c'était une campagne menée à l'échelon national sur la voie publique. Alors on est très loin aujourd'hui de ça. Et l'ordonnance de 2015 est venue modifier cette AGP pour la rendre pour l'élargir. Et il y a de fortes chances que même en faisant aujourd'hui un simple appel à générosité du public, eh bien, vous soyez une structure dite AGP avec toutes les obligations qui vont avec. Donc la loi du 1er juillet 2021 a vraiment renforcé la notion d'AGP, appel à la générosité du public. Et on retrouve précisément dans ce guide les notions, notamment la définition, ce qu'est l'AGP, les éléments constitutifs de l'appel à générosité qui naturellement maintenant se fait moins dans la rue et un peu plus de manière dématérialisée, le public qui est visé par cette notion d'AGP, est-ce que c'est un public restreint ou est-ce que c'est un public ouvert? Les ressources qui sont exclues de la notion d'AGP, donc voilà, on nous explique que le sponsoring, les prestations avec contrepartie, les contributions financières échappent. En revanche, les ressources qui sont concernées, vous le comprenez bien, c'est le mécénat, les dons. Et on a vraiment en fait une lisibilité aussi sur les obligations qui sont liées à une structure dite AGP, notamment la déclaration auprès de la préfecture, l'obligation d'émettre un compte d'emploi et de ressources et ce qu'on appelle un compte de résultats par origine et destination, donc notamment depuis l'ANC 2018. Donc ce qui est très bien fait, et c'est pour ça que je vous invite à le consulter, c'est qu'il y a une grille d'analyse désormais qui est fournie. En répondant à un certain nombre de questions, en fait, d'emblée, on sait si finalement on a l'obligation d'une association dite AGP ou pas. Donc vigilance sur cette notion d'AGP. Autre élément qu'on a souhaité évidemment vous fournir, ce sont les règles de publicité des comptes annuels. C'était souvent un flou sur les documents qui étaient censés être déposés au niveau notamment du site, enfin en tout cas des formalités qui sont faites directement auprès de la DILA, de la Direction de l'information légale et administrative. Alors, comme vous le voyez, on a d'abord les associations qui reçoivent annuellement des subventions en numéraire d'un montant supérieur à 153 000 € de la part des autorités, on va dire, publiques. Donc, dans ce cas-là, on a bien l'obligation de déposer les comptes annuels, plus le rapport du commissaire aux comptes, et ce, dans les 3 mois de l'approbation des comptes. Donc, les 3 mois qui suivent l'Assemblée générale, assortis d'une sanction pénale dans le cadre du non-respect. Pour les fondations qui reçoivent annuellement des subventions d'un montant supérieur à 153 000 €, elles ont les mêmes obligations. Donc la publication doit se faire dans les 3 mois de l'approbation des comptes, mais il n'y a pas d'association, il n'y a pas de sanction pénale prévue pour les fondations. Également, pour les associations qui percevraient là pour du coup un montant de dons, mécénat compris, supérieur à 153 000 €, là, pour du coup, on est dans la même position que les fondations. On a l'obligation de déposer les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes. Mais par contre, l'absence de dépôt n'est pas assortie d'une sanction pénale, juste une obligation de régularisation. Et les fonds de dotation, puisqu'on en voit de plus en plus, là, pour du coup, on ne dépose que les comptes annuels et on ne dépose pas le rapport du commissaire aux comptes. Voilà, donc pour ces éléments-là, donc ça veut dire que évidemment, il faut être vigilant. Bon, en général, vos commissaires aux comptes et experts comptables vous interpellent sur cette notion de publicité, mais j'invite évidemment à être vigilant, en tout cas sur les bons documents à déposer et sur le délai qui est assorti, puisqu'on voit bien que majoritairement, c'est dans les 3 mois de l'Assemblée générale.
Un autre élément qui concerne la modernisation des états financiers. Donc ça fait l'objet aujourd'hui d'un règlement du 4 novembre 2022 qui modifie du reste un autre règlement des autorités de normes comptables de 2014 avec une date d'entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Donc on vous le livre. On aurait une application anticipée possible et vous allez voir tout de suite, il y a deux notions qui sont importantes, qui nous semblent vraiment importantes aussi dans la lisibilité des comptes associatifs. La première chose, c'est la notion de résultat exceptionnel qui est modifiée. En fait, désormais, on aura une liste limitativement énumérée sur ce qu'on appelle un résultat exceptionnel. Là où on pouvait mettre historiquement des régules sur exercice antérieur ou des caractères très exceptionnels, mais qui étaient de la simple interprétation, on va dire, de l'établissement, lors de l'établissement des comptes. Désormais, on aura vraiment une notion de résultat exceptionnel, et je dirais même que cette notion va tendre à disparaître de plus en plus. Autre élément, c'est la suppression des transferts de charges. Vous savez que voilà, quand on a un remboursement de charges ou une prise en charge de dépenses, notamment voilà, des remboursements de formation, indemnités journalières, finalement, sont comptabilisés aujourd'hui non pas en moins de la charge, mais en transfert de charge. C'est un grand débat depuis des années qui enfin va voir le jour, puisque dans la lisibilité des comptes, eh bien, les transferts de charge sont un produit, alors qu'on les comptabiliserait davantage en atténuation des charges. Et c'est désormais ce qui sera possible, ce qui n'était évidemment pas possible, en tout cas jusqu'à ce règlement 2022. Donc désormais, possibilité de comptabiliser les remboursements, les transferts de charges en moins de la charge concernée, ce qui va évidemment être beaucoup plus simple dans notre présentation des comptes annuels. Peut-être une dernière chose avant que je passe la parole à Aurélie sur les actualités fiscales et sociales. Je rappelle que pour les associations qui font également des activités de formation professionnelle, alors ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ça a été rappelé en avril 2022. En fait, on se retrouve dans une situation où les seuils de déclenchement de nomination des commissaires aux comptes pour des activités de formation sont toujours les mêmes. C'est 3 salariés rattachés à la formation, 153 000 € pour le montant du total du chiffre d'affaires et 230 000 € pour le total du bilan. Ce qu'il faut savoir, c'est que les associations qui portent des activités de formation et d'autres activités, désormais, ces critères donc de nomination des commissaires aux comptes intègrent les activités totales de l'association et non pas seulement celles liées à la formation. Ce qui va déclencher naturellement, certainement, des nominations de commissaires aux comptes dans des structures qui jusque-là y échappaient. Donc voilà, on tenait à vous donner cette information juste pour être très vigilant pour les associations qui font partiellement des activités de formation professionnelle et qui n'ont pas de commissaire aux comptes. Voilà, je vais passer la parole à Aurélie, donc Carlier, sur les activités juridiques. Bonjour à tous, donc Aurélie Carlier du cabinet Horatio. Donc je vais vous présenter quelques slides sur les actualités 2022 et 2023 concernant les associations, les fonds de dotation et les fondations, et en particulier ce qui concerne les obligations en matière de mécénat, compte également en matière de contrat d'engagement républicain, certaines jurisprudences qui sont particulièrement intéressantes, et le compte emploi citoyen. Donc je vous propose de commencer. Alors je ne sais pas, Clarisse, est-ce qu'il faut que je partage mon... Tu prends la main sur le support? Alors, en premier lieu, ce qui est... Oui, Emmanuel a la main, Aurélie, sur le support. D'accord. Donc, Emmanuel va faire dérouler le support. Donc, ce qui concerne toutes les organisations qui délivrent des reçus fiscaux, attention, de nouveau, l'administration fiscale a établi de nouveaux reçus
de nouveaux modèles de reçus en matière de mécénat. Notamment, désormais, il faut utiliser selon la nature du donateur. Est-ce que c'est un donateur personne physique ou un donateur entreprise, des modèles différents avec notamment des précisions, des informations un petit peu plus détaillées. Donc, on vous a mis sur le slide, mais vous les retrouvez sur, notamment sur le site de l'administration fiscale, hein, Impôts.gouv et sur d'autres sites, ça a été repris. Vous retrouvez ces reçus fiscaux. C'est particulièrement important d'adapter les reçus fiscaux que vous utilisez en précisant toutes les mentions qui figurent sur le CERFA. L'utilisation des CERFA de l'administration fiscale n'est pas obligatoire. Vous pouvez adapter les propres CERFA, vous pouvez adapter vos propres reçus fiscaux, notamment pour insérer votre logo ou d'autres éléments. Mais par contre, il est absolument indispensable de reprendre toutes les mentions qui figurent sur le CERFA. Donc ça, c'est vraiment important. Parmi et c'est vrai qu'auparavant, il y avait c'était les mêmes CERFA qui étaient utilisés pour le mécénat d'entreprise et le mécénat des particuliers. Ce n'est plus le cas. Donc attention, s'il y a des mises à jour à faire de vos CERFA, il faut reprendre, enfin de vos reçus fiscaux, il faut reprendre les CERFA qui ont été établis par l'administration fiscale et le cas échéant, les compléter. Bon, il n'y a pas de différence forcément fondamentale pour les CERFA des particuliers. Par contre, pour les entreprises, il y a quand même des aménagements assez importants en matière de CERFA, et notamment en ce qui concerne les structures qui reçoivent des dons en nature, la valorisation du don. Ça, c'est assez important. Il y avait auparavant un certain flou autour de la valorisation des dons en nature, en particulier quand il s'agissait de dons de stock, de dons d'immobilisation, le cas échéant également en cas de mécénat de compétences. Une association, une fondation, un fonds de dotation qui recevait du mécénat en nature pouvait ne pas compléter et laisser l'entreprise donatrice compléter l'item concernant la valorisation du don. Aujourd'hui, c'est plus possible. L'organisme qui délivre les CERFA doit indiquer une valorisation du mécénat d'entreprise. Ça va faire changer certaines pratiques. Et les recommandations qu'on peut avoir à ce stade, c'est justement d'encadrer en amont, dans le cadre de conventions de mécénat, la valorisation pour justement que l'entreprise sache qu'elle doit transmettre cette valorisation à l'organisme qui doit d'ailleurs la déclarer, puisque c'est vraiment une des nouveautés qui est applicable depuis le 1er janvier 2022 pour le mécénat d'entreprise. C'est cette obligation de valoriser le mécénat en nature et de le déclarer et d'utiliser ces nouveaux CERFA. Donc ça, j'attire votre attention parce que pour certaines organisations, c'est important et ça va entraîner un ajustement des pratiques. Alors, là, on insiste un petit peu parce que c'est vrai que il faut avoir conscience quand une organisation délivre des CERFA, délivre des reçus fiscaux, des éventuelles sanctions quand elle délivre, à la fois quand elle délivre des reçus fiscaux alors qu'elle n'est pas éligible au mécénat, ça c'est une première question, mais également quand elle délivre des reçus fiscaux, même quand elle est éligible au mécénat, que ces reçus fiscaux sont erronés, soit en ce qui concerne notamment la valorisation du mécénat, en particulier pour le mécénat en nature. Pour le mécénat financier, ça pose pas vraiment de difficulté, mais pour le mécénat en nature, c'est important. Lorsqu'une mention n'est pas bonne, par exemple, qu'un organisme va délivrer un reçu fiscal à une entité qui n'est pas le donateur, par exemple, là, ça sera un reçu fiscal erroné et à la sanction possible pour la délivrance d'un reçu fiscal erroné, c'est une amende qui équivaut à l'avantage fiscal qui est offert. Donc, c'est assez lourd. Il faut bien avoir conscience de l'importance de délivrer un reçu fiscal exact et juste. Ce qui est important, alors un document qui est assez intéressant et que je vous invite à consulter. Alors c'est pas
je dirais, un guide de bonne pratique. Hein. Ça n'a pas de portée juridique, mais pour autant, c'est quand même en plus un document qui est très bien fait. C'est la charte de déontologie du mécénat d'entreprise, alors qui concerne d'abord les entreprises, mais évidemment, les organismes gratifiés ont aussi intérêt à s'en inspirer pour avoir les relations les plus fluides et les meilleures avec les entreprises mécènes et de développer cette ressource qui est précieuse. Donc, ces quatre principes sont évidemment la gestion des intéressés des opérations de mécénat. On le rappelle, mais c'est important de le rappeler pour le mécénat d'entreprise, où la notion de contrepartie est souvent assez importante. L'opération de mécénat, ça reste juridiquement, conceptuellement, un don. Donc, on est vraiment, on part d'une intention libérale. Donc, en ce sens-là, c'est important de rappeler que il doit y avoir une gestion des intéressés à l'origine d'un acte de mécénat. C'est un acte gratuit et désintéressé. Le respect mutuel mécène porteur de projet, le mécénat, c'est vraiment un partenariat qui doit être gagnant pour les deux et chaque partie doit évidemment respecter l'autre partie, ses valeurs, ses activités et d'être vraiment dans une relation équilibrée. Ce qui est important aussi, c'est effectivement une gestion adaptée de tout ce qui est contrepartie des opérations de mécénat, parce que la contrepartie, elle doit toujours être limitée, elle est exceptionnelle. Hein, donc, il faut qu'elle soit limitée en termes de montant de valorisation. Et puis, en termes de nature, c'est important aussi qu'on reste dans une opération de mécénat dont vraiment l'objet, c'est un don gratuit avec des contreparties possibles, mais la contrepartie ne doit jamais être l'objet d'une opération de mécénat. L'objet, ça doit être de soutenir un projet d'intérêt général. Et également en matière de contrepartie, parce que souvent il y a des contreparties en matière de communication, qui est une communication transparente et qui soit vraiment faite en total équilibre entre l'organisation gratifiée et l'entreprise mécène. Donc ça, c'est vrai que moi je vous invite à aller consulter ce document qui est très intéressant. Alors, les nouvelles obligations en matière de mécénat, c'est important. Il y a eu, suite à la loi dite séparatisme, il y a eu un ajout au Code général des impôts et qui impose de nouvelles obligations de déclaration aux organismes gratifiés, qu'il s'agisse d'associations, de fonds de dotation, d'associations de fondations. Donc là, il n'y a pas de limitation. Emmanuel tout à l'heure parlait pour les EAR de seuil, notamment pour les associations simplement déclarées. Là, il n'y a pas de seuil et ça concerne vraiment toutes les organisations. Donc, à partir du moment où il y a émission de reçus fiscaux, il y a obligation de se conformer à cette nouvelle obligation. Donc, cette nouvelle obligation, elle existe pour les dons à compter du 1er janvier 2021. Donc, la première campagne de déclaration, en principe, est finie. Et là, on aborde la deuxième campagne de déclaration pour les dons 2022. Donc, en fait, la façon dont cette déclaration qui va concerner le montant total des dons reçus au titre de l'exercice précédent, les dons en nature et les dons financiers, je rappelle que ce sont les dons qui ont donné droit à un avantage fiscal, hein, c'est-à-dire les dons avec reçus fiscaux. Il ne s'agit pas, par exemple, des contributions financières qui peuvent être apportées, par exemple, par une fondation d'entreprise à une association ou par un particulier, par exemple, qui est établi à l'étranger, ne demanderait pas un reçu fiscal, par exemple. C'est vraiment les dons qui ont ouvert droit à reçus fiscaux. Donc, le montant global de ces dons financiers et dons en nature et le nombre de reçus fiscaux délivrés. Donc, c'est vrai que pour une organisation qui délivre beaucoup de petits dons, elle doit aussi assurer la traçabilité des reçus fiscaux qu'elle délivre. Donc, ça, c'est assez important. Donc, comment doit se faire cette déclaration? Alors, ça va dépendre de la situation de l'organisme qui a reçu ces dons et qui a délivré des reçus fiscaux. Pour les associations, les fonds de dotation ou les fondations qui ont un secteur lucratif limité, un secteur distinct et qui doivent faire donc une déclaration 2065,
ces informations seront à préciser sur leur 2065 ou sur leur 2070. La 2070, c'est la déclaration qui concerne les revenus patrimoniaux pour les organismes d'intérêt général qui ne sont pas par ailleurs soumis à l'IS au taux normal. Pour les autres, les associations qui ne payent absolument aucun IS, y compris ou qui n'ont pas de revenus patrimoniaux taxables, il y a une plateforme dédiée sur France Connect. Donc là, on peut faire la déclaration, c'est assez simple, c'est assez bien fait. Donc la date limite pour les structures qui clôturent leur exercice au 31 décembre 2022, il y a une tolérance qui est de leur permettre alors en principe, c'est les 3 mois de la clôture de l'exercice, mais pour les organisations qui clôturent au 31 décembre, elles peuvent le faire jusqu'au 2 mai cette année. Donc vous avez encore 2 mois pour faire, enfin 2 mois, 1 mois et 2 jours pour faire la déclaration. Donc n'hésitez pas à aller voir ce site et à consolider les informations nécessaires pour accomplir cette déclaration qui, si elle n'est pas faite, entraîne l'application d'une amende forfaitaire de 150 €. Et n'hésitez pas, même si vous ne l'avez pas fait pour 2021, à régulariser en 2022 pour 2021. Si vous êtes un petit peu en retard pour la faire, il faut quand même la régulariser. N'attendez pas l'année prochaine pour vous dire je vais faire, en même temps que je vais déclarer 2023, je déclarerai également 2022. Non, faites-le si vous ne l'avez pas fait pour 2021, régularisez-le également sur la plateforme. Alors, là, je vais passer très vite puisque j'en ai déjà parlé. Il y a un nouveau formulaire qui change pas mal de choses, un formulaire CERFA pour le mécénat d'entreprise, notamment sur la notion de valorisation. Donc là, on va passer assez vite sur ce slide puisque je l'avais déjà abordé auparavant. Alors, qui dit nouvelles obligations dit aussi nouveaux contrôles en matière de mécénat. Et ça, c'est assez important. Alors, on n'a pas encore de recul pour le moment parce que c'est assez récent, hein, mais il est probable qu'il va y avoir plus de... qu'il va y avoir des contrôles qui vont cibler spécifiquement les organismes qui se sont déclarés comme délivrant des reçus fiscaux et recevant des recettes de mécénat, puisque maintenant ils vont être identifiés par l'administration fiscale. Donc l'administration fiscale, connaissant ces organisations qu'elle n'avait pas forcément dans son viseur, hein, qui peuvent être complètement inconnus, peut désormais procéder à de véritables vérifications sur le fond, c'est-à-dire que l'administration fiscale va pouvoir vérifier que non seulement le montant des reçus fiscaux correspond au montant des recettes perçues, un contrôle de forme qui existait déjà depuis un certain temps, vérifier les reçus fiscaux. Concrètement, est-ce que ces reçus fiscaux vont être conformes au modèle établi et diffusé par l'administration fiscale, mais également, et ça c'est plus important, l'administration fiscale va pouvoir vérifier que l'organisme qui délivre des reçus fiscaux vérifie bien et respecte les conditions de fond pour pouvoir être éligible au mécénat. Et ça, c'est vraiment un point assez important parce qu'à l'occasion de ces contrôles qui ne seront pas des vérifications des contrôles fiscaux au sens strict, mais qui en auront quand même tous les attributs, l'administration fiscale va pouvoir, le cas échéant, remettre en cause la faculté pour les organisations qui délivrent les reçus fiscaux de délivrer ces reçus fiscaux, parce qu'elle va considérer que l'organisme n'est pas d'intérêt général, parce qu'il intervient dans un domaine qui n'est pas éligible au mécénat, ou parce qu'il a des modalités de fonctionnement qui ne lui permettent pas d'être éligible au mécénat, par exemple pas de respect de la gestion des intéressés de l'organisation, une activité qui n'est pas non lucrative, l'administration fiscale va pouvoir remettre en cause ces caractéristiques-là sur l'organisme qu'elle a vérifié. Donc ça, c'est un point qui est vraiment très important. La Cour des comptes a insisté depuis déjà de nombreuses années sur le fait que l'administration fiscale ne disposait pas des outils pour contrôler
la pertinence de l'avantage fiscal qui était délivré, la Cour des comptes considérait, alors qui alertait quand même depuis un certain temps Bercy sur le fait que les dépenses de mécénat étaient mal maîtrisées. C'était des dépenses qui chaque année augmentaient. D'ailleurs, elle avait souligné que le gouvernement n'avait pas de vision très précise sur les sommes qui étaient concernées par la dépense publique qui était visée par le mécénat. Donc là, aujourd'hui, avec cette nouvelle obligation, l'administration fiscale dispose d'un outil assez simple pour savoir combien lui coûte le mécénat et forcément, parce que cette dépense est un petit peu sur surveillance, comment faire pour, quels sont les outils pour faire baisser cette dépense, notamment en empêchant les organismes qui ne seraient pas éligibles au mécénat de délivrer des reçus fiscaux. Donc avec cette nouvelle possibilité de faire des contrôles fiscaux en contrôlant sur le fond le mécénat, l'administration fiscale s'est dotée d'une nouvelle arme qui, à mon avis, dans les prochaines années, sera utilisée. Pour les fonds de dotation, qui sont déjà soumis à un certain nombre d'obligations en matière de transparence financière notamment, de nouvelles informations doivent être transmises lors de la création et du dépôt des comptes. Et notamment, il faut savoir que maintenant, les préfectures doivent savoir, ils doivent avoir communication des établissements bancaires et des coordonnées des établissements bancaires auprès desquels le fonds de dotation a un compte. Donc ça, c'est vrai que parfois, ça peut être considéré comme un peu intrusif, mais notamment, maintenant, c'est obligatoire. Donc ça, c'est important. Et puis, ce que disait Emmanuel sur les ressources en provenance de l'étranger. Alors, le contrat d'engagement républicain, c'est vraiment un point très saillant et très important de la loi dite séparatisme. C'était même la mesure dont on a le plus parlé et qui a été, le cas échéant, le plus contesté par le milieu associatif. Donc, en quoi ça consiste le contrat d'engagement républicain? C'est l'obligation pour les associations, les fondations, les ligues professionnelles et les fédérations sportives en fait, toutes les structures qui sollicitent un agrément ou des subventions publiques, de s'engager à respecter un certain nombre de principes. Emmanuel, tu peux mettre le slide d'après. Voilà, il y a 7 engagements. Et de faire connaître le respect par ces engagements et surtout, ça c'est important, de le faire respecter par leurs membres et leurs adhérents, ce qui suppose aussi des mécanismes d'information des membres et des mécanismes de publicité et également comment traduire juridiquement ces engagements par exemple, dans un document qui serait applicable à tous les membres. Est-ce qu'on en parle dans les statuts? Est-ce qu'on le prévoit dans le règlement intérieur? Et à minima, évidemment, le publier sur le site internet ou intranet de l'association. Donc, ces engagements, quels sont-ils? Le respect des lois de la République, la liberté de conscience, la liberté des membres de l'association, l'égalité et la non-discrimination, la fraternité et la prévention de la violence, le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des symboles de la République. Alors, ça peut paraître des principes effectivement assez larges, hein, dont la sanction n'est pas évidente. Pour autant, il faut savoir qu'il y a déjà eu des retraits de subventions. Alors, c'est pour des associations qui intervenaient dans des associations écologistes, hein, qui avaient dû être considérées comme un petit peu radicales par les préfectures, qui ont été utilisés le non-respect de ces principes républicains et à la clé, alors à ma connaissance, pas le retrait des subventions, mais en tout cas la suppression des subventions pour l'avenir. Donc ça, c'est important de l'avoir à l'esprit. Comment est-ce qu'on traduit ce contrat d'engagement républicain vis-à-vis de ses membres? Comment est-ce qu'on assure une publicité, une effectivité de ce contrat et surtout des principes qu'il comprend vis-à-vis de ses membres et de ses dirigeants, et puis également, comment est-ce qu'on se prémunit
par des actions éventuelles de membres, notamment dans des associations qui ont beaucoup de membres. La direction et les dirigeants d'une association n'ont pas forcément toujours beaucoup ne savent pas toujours comment, ne maîtrisent pas forcément toutes les actions, notamment pour les associations qui sont assez importantes, toutes les actions qui sont réalisées au nom de l'association. Comment est-ce qu'on traduit aussi, comment est-ce que l'organisation traduit les sanctions de ces principes républicains au sein de sa propre organisation. Je pense par exemple à des mécanismes d'exclusion ou de suspension de certains membres qui se seraient rendus responsables en brandissant leur qualité de membre de l'association, par exemple d'actions qui pourraient être considérées comme non conformes aux principes républicains. Donc ça, c'est assez important. Un certain nombre, les associations reconnues d'utilité publique, les associations qui sont financées par des fonds publics doivent vraiment avoir une certaine vigilance par rapport à ce contrat d'engagement républicain. Il ne s'agit pas juste de signer une déclaration de principe et puis de l'afficher sur son site internet en disant bon bah voilà, on l'a rendu opposable, etc. Non, il faut aussi réfléchir comment est-ce qu'on se prémunit d'éventuels de l'éventuel non-respect de ces principes au niveau de son organisation. Et comment est-ce qu'on pourra justifier le cas échéant vis-à-vis des pouvoirs publics pour pouvoir garder l'agrément, les subventions qui sont indispensables au fonctionnement de l'organisation si il y a des principes, des engagements qui peuvent être considérés comme ne pas avoir été respectés. Ça, c'est un point qui est effectivement assez important. Donc, on voit bien que ce contrat d'engagement républicain, c'est pas simplement une déclaration de principe. Il y a déjà eu des sanctions en matière de financement. C'est vraiment un point qui est important. Un petit point sur la jurisprudence de l'année passée, hein, sur des points qui intéressent toutes les associations, notamment le bénévolat. Effectivement, les associations fonctionnent beaucoup grâce au bénévolat. La qualification du bénévolat qui est maîtrisée par le droit du travail et la jurisprudence en matière de droit du travail, et un point qui est important. Et dans certaines associations, parfois, le bénévolat devient un contrat de travail parce qu'il y a eu une contrepartie financière et parce qu'il y a un lien de subordination. Donc attention, je dirais au bénévolat trop cadré, parce qu'un bénévole, c'est toujours un volontaire. Donc qui dit volontaire dit une certaine marge de liberté qui n'est pas la même, évidemment, que pour un salarié qui est rémunéré et qui intervient dans le cadre d'un lien de subordination. Donc c'est vrai que c'est un équilibre parfois assez sophistiqué entre la nécessité d'encadrer les bénévoles et de bien leur expliquer ce qu'ils doivent faire dans le cadre d'une organisation assez précise, d'encadrer une tâche, et en même temps de leur laisser suffisamment de latitude pour qu'on ne retombe pas dans la requalification. Alors c'est vrai que dans les associations sportives, la question du bénévolat est assez cruciale parce que sans bénévolat, souvent les associations ne peuvent pas fonctionner. Et là, il y a un vrai sujet. Alors, à l'occasion notamment je pense que c'est un guide qui a été rendu public notamment pour les Jeux Olympiques. La direction de la vie associative a rendu public, et c'est d'ailleurs accessible sur son site internet, un guide sur le bénévolat. Et un point qui est assez intéressant dans ce guide, le ministère, alors c'est la vie associative, je crois que c'est le secrétariat d'État à la vie associative, précise bien dans ce guide que le bénévolat doit être consacré à des activités non lucratives. Ça, c'est un point qui est assez important et qui, à mon avis, quand
une association s'interroge sur d'éventuels risques vis-à-vis de ses bénévoles, elle doit vraiment aussi s'interroger sur l'utilisation de ces bénévoles pour des activités qui doivent être non lucratives sans contestation. Parce que ça, c'est un point aussi qui est important. Et puis, elle doit s'interroger aussi, alors, autant des bénévoles qui n'ont absolument aucun avantage en nature, aucun versement financier, remboursement, etc. Ça peut, la question de bénévolat, il manquera toujours un élément pour la requalification en contrat de travail, mais c'est vrai que il n'est pas rare que les bénévoles bénéficient, et c'est assez légitime, hein, ils donnent du temps, bénéficient de certains avantages. Alors après, pour les organisations d'intérêt général, je rappelle que il y a la possibilité, plutôt que de rembourser les frais des bénévoles, de leur donner des reçus fiscaux. Ça, c'est aussi un bon moyen pour une organisation de fidéliser ses bénévoles, de valoriser les efforts financiers qu'ils peuvent exposer dans le cadre de leur activité bénévole, et en même temps de leur permettre d'avoir une réduction d'impôt. Donc ça, c'est un bon point aussi dans les organisations d'intérêt général. Alors, le compte d'engagement citoyen, effectivement, c'est un nouveau dispositif qui est assez intéressant, parce qu'il permet de bénéficier de droits à la formation supplémentaires crédités sur le compte personnel de formation. Alors, il y a des conditions d'éligibilité et des prérequis. L'association doit être déclarée, c'est des associations qui sont déjà un petit peu installées, puisqu'elles doivent être déclarées depuis au moins 3 ans, et elles doivent intervenir dans l'un des champs, dans un des champs de l'intérêt général. C'est à peu près c'est le même périmètre que pour les dons éligibles au mécénat. Évidemment, ça concerne des bénévoles. C'est toujours dans cette idée de valoriser les bénévoles. Le bénévole c'est des bénévoles alors particulièrement actifs, hein, puisqu'il s'agit de dirigeants. C'est les dirigeants élus. Ou alors, c'est des bénévoles qui ont un rôle justement particulier, notamment dans les associations sportives, qui encadrent d'autres bénévoles. La durée annuelle de l'engagement bénévole, ça doit être au moins 200 heures dans l'année. Donc, on voit bien que ça ne concerne pas tous les bénévoles, et ça concerne les personnes particulièrement impliquées, qui sont indispensables le plus souvent aux activités de l'association. Et c'est les bénévoles qui sont pas forcément mono-association, mais en général, qui interviennent dans la même association, enfin, d'autant plus pour les dirigeants. Alors, parfois, on a des dirigeants qui sont dirigeants élus de plusieurs associations, donc on pourrait imaginer que le CEC corresponde à deux engagements. Mais c'est vrai que déjà 200 heures dans l'année, c'est quand même une implication assez importante. Alors, l'association doit disposer d'un numéro sirène. Alors le numéro sirène, de toute façon, en pratique, il est déjà indispensable pour les structures qui emploient des salariés, les structures qui demandent des subventions, les structures qui déclarent leurs comptes. En fait, ça concerne la plupart des associations assez actives, au-delà de l'association de quartier qui, je dirais, qui intervient dans un périmètre assez restreint et vraiment dans presque une amicale. On est très vite dans une situation où l'association doit disposer de toute façon d'un sirène. Alors, il y a un valideur de CEC qui doit être désigné dans chaque association, parce qu'effectivement, ça crée un droit, donc il faut quand même qu'il y ait un certain contrôle sur qui déclare quoi. Donc, ça va être un autre membre de la direction, de l'association, de la direction élue, qui va pouvoir valider ce CEC. Et il y a une campagne de saisie qui est ouverte du 1er janvier au 30 juin, donc actuellement, encore jusqu'au 30 juin, pour pouvoir saisir ce CEC qui ouvre droit à des droits à formation supplémentaires. Donc ça, on n'en a pas forcément beaucoup parlé du CEC, mais ça peut être
un point assez intéressant justement dans le sens de la valorisation des bénévoles et de la reconnaissance de ce qu'ils font, du travail qu'ils accomplissent. C'est un point assez important. Est-ce que vous avez, surtout n'hésitez pas à poser des questions sur les différents thèmes qui ont été abordés. Merci Aurélie. Donc on arrive à la fin de notre présentation. Donc je vois effectivement pas de questions, mais peut-être voilà, en tout cas ne pas hésiter à nous recontacter individuellement, bien sûr. Sachez que voilà, en tout cas je tenais à remercier déjà tous les participants. Sachez qu'on a au sein de Baker Tilly une offre de service complètement axée sur les structures de l'ESS avec une équipe vraiment spécialisée au niveau de l'ESS, tant donc à travers Wadi sur la partie mesure d'impact, donc sur la structure Goodwill chez nous, tant sur Horatio avec Aurélie, donc sur les aspects juridiques, et chez Baker Tilly, donc à travers quelques directeurs de mission donc impliqués dans l'ESS et des équipes évidemment formées. Donc on a une offre de service bien sûr à déployer auprès de chacune de vos entités. N'hésitez pas à nous recontacter. Nous, on va garder contact avec vous, très clairement, puisque on vous proposera au cours de l'année de refaire des focus sur des sujets ou d'actualité ou des sujets purement culturels liés à l'ESS. Et d'ores et déjà, voilà, on vous recontactera très rapidement, ne serait-ce que déjà pour vous rediffuser le support qui vous a été présenté, et puis voilà, éventuellement prendre en compte vos besoins auxquels nous pourrions répondre, en tout cas à travers nos équipes de spécialistes. Merci encore, merci aux animateurs, merci à Clémence et Clarisse pour l'organisation de cette réunion.